Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session du Data Summit. Aujourd'hui, c'est un grand jour, entre guillemets, parce que j'ai invité un deuxième Benjamin. Donc on est déjà au troisième Benjamin invité ou guest sur le sommet. Je me demande s'il n'y a pas un petit truc sociologique là-dessus vis-à-vis de nos âges respectifs et puis de la montée en maturité de notre domaine. Mais, euh, mais bon, en tout cas, donc, et Benjamin Heisenberg, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est the topmost expert de Power BI, en tout cas sur la francophonie et puis sur LinkedIn, avec plus de 60 000 abonnés sur cette thématique, donc ce qui est énorme. Et donc Benjamin, c'est un Français qui est parti s'installer au Canada. Donc on va pouvoir parler de plein de choses différentes vis-à-vis de tout ça. Mais avant qu'on rentre donc dans le cœur dans toutes ces questions-là, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bah, écoute, déjà, merci Benjamin pour l'invitation. Ça fait plaisir d'échanger avec toi et avec ta communauté. Comme tu l'as bien dit, je m'appelle Benjamin Heisenberg et je suis consultant et formateur en data visualisation, donc en business intelligence. Je pense que ces termes doivent à peu près parler à ton audience, mais on va peut-être les expliquer un peu plus tard dans l'échange. J'ai un parcours qu'on va expliquer, mais en bref, ce que je fais, c'est que j'aide les équipes à mettre en place ce fameux outil qui s'appelle Power BI, donc la solution à côté Microsoft, qui est une solution de dashboarding, de mise en place d'automatisation du reporting pour les directions financières, pour les directions marketing, pour toute l'entreprise. Et c'est aussi une solution qui est de plus en plus prisée par toutes les personnes qui veulent développer leurs compétences data, en tout cas un certain nombre d'entre elles. Ça va être aussi peut-être un sujet qu'on pourra développer ensemble. Yes, bah écoute, ouais, c'est intéressant. Alors, parce que tu l'as dit toi-même, c'est la solution pour l'automatisation du reporting développée par Microsoft. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas développées par Microsoft. Donc, comment est-ce que tu t'es retrouvé à te spécialiser sur celle-ci et pas sur une autre, comme par exemple Tableau ou quelque chose comme ça? Ouais. Bah, ça, je pense, ça a beaucoup à voir avec les parcours individuels, les opportunités. Moi, j'ai commencé il y a 10 ans dans le consulting. Au départ, je n'étais pas du tout dans la data. Et dès que j'ai commencé à travailler, je devais faire des reporting. J'étais le junior, le consultant junior. Donc ça peut parler à beaucoup de gens. J'étais consultant junior. Donc moi, mon job, c'était de récupérer toutes les datas, de compiler pour les différents comités, pour les différentes réunions, compiler les bonnes datas, les bons indicateurs. Et donc ça, quand on n'est pas outillé, ça peut être un petit peu irritant. Moi, à l'époque, donc c'était il y a 10 ans, hein, mais à l'époque, j'utilisais Excel et j'utilisais VBA. Et j'adorais ça, même si c'est des technologies assez horribles. Pour ce besoin spécifique, c'était terrible, puisque je me retrouvais à faire. Il n'y avait pas de chat GPT à l'époque, hein, donc il fallait écrire à la main les scripts VBA, et VBA, c'est le pire langage qui existe dans l'univers. VBA, Et le consulting, c'est Visual Basic, c'est ça? voilà, donc c'est Ok. dans Excel. Si vous allez dans Excel, vous faites Alt F11, vous allez vous retrouver dans les années 1990. Et vous allez avoir une expérience de coding qui est assez terrible. Mais en tout cas, ça faisait bien le job. Et je me suis passionné pour ça en vérité. Le seul truc, c'était que dans le consulting, si tu as fini le vendredi soir et que tu arrives lundi matin, bah, en fait, les boss ont décidé que le reporting va totalement changer, qu'on a besoin de faire les choses totalement différentes. Donc, tu dois te retrouver à mettre à jour tes 1300 lignes de code. Enfin bon, ça m'a passionné, mais quelques années plus tard, je crois que c'était 2016-2017, je suis tombé dans Python par hasard et j'ai adoré. Et à partir de là, j'ai tout fait pour me trouver des missions dans le domaine de la data. C'est ça, je me suis formé à Python, je me suis passionné par la data science. À l'époque, il n'y avait pas autant de data camp, de formation ou de formations comme celles que tu donnes. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Donc moi, je m'étais formé en ligne sur une plateforme qui s'appelle, je crois, DataQuest. Enfin, peu importe, il existe encore d'ailleurs, je pense. Ouais, Et j'avais euh, et bon, j'avais adoré et j'avais aussi suivi pour avoir le petit boost dans ma carrière. J'avais fait aussi le bootcamp de Polytechnique en data science. Et après, ça m'a permis de trouver des missions. Enfin, de continuer à évoluer dans mon travail sur des missions
plus data science. J'ai fait du Python, j'ai fait du R. Et aussi, je suis tombé sur Power BI, pas très loin dans la suite. Je suis tombé sur Power BI. J'ai eu la chance de travailler dans c'est un grand acteur de la cosmétique en France, et dans l'équipe qui développait justement du Power BI. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas. Et ensuite, là, ça fait 5 ou 6 ans que je suis sur cette techno et que je me suis vraiment spécialisé à partir de là parce que ça m'a passionné. Et voilà en bref comment je suis tombé dans Power BI progressivement. Ok, donc c'est vraiment le hasard d'une mission qui fait que tu arrives chez un client, ils ont besoin d'un gars qui fait du Power BI. Toi, comme tu aimes bien Exact. devenir bon dans ce que tu fais, tu te dis, bon, bah, je vais poncer le truc à fond comme tu as poncé Excel VBA quand il fallait le faire. Et à force de vraiment poncer le truc, bah, tu finis par te dire, en fait, ouais, bah, il se trouve qu'en fait, je suis assez calé là-dedans, donc je vais en parler, et puis ça part, quoi. Ouais, exactement. Après, j'avais déjà dans mon cursus et dans mes bootcamps, tout ça, j'avais déjà vu du Power BI. Je savais déjà ce que c'était à peu près. J'avais des connaissances de base. Mais je pense, comme tous les consultants qui débutent, c'est cette première mission après qui te permet de vraiment asseoir tes connaissances et vraiment développer. Et quand tu es dans une équipe qui est assez mature, enfin, bon, qui a déjà mis en place des choses, on va dire, parce que c'était aussi le début de cette plateforme, c'est encore plus, c'est génial quoi, comme cadre d'apprentissage pour progresser. C'est hyper intéressant, ça, parce que ça me rappelle quelque chose que j'avais oublié, mais qui a en fait probablement changé le cours de ma carrière, mais ça vient juste de me revenir là à l'instant. Toute première mission, en fait, j'étais en ESN, enfin première mission, mon premier emploi, Mhm. j'étais en ESN, j'avais été recruté en ESN à Lille, et ils m'avaient recruté parce qu'ils voulaient remplir un besoin qu'ils avaient pour un de leurs clients. Et finalement, les mecs me recrutent et le client annule son besoin pour des bisbilles ou je sais plus trop quoi. Et donc là, le commercial commence à chercher des missions pour moi, et puis tu sais, à Lille, des missions data, ça courait pas non plus les rues, donc il galère un peu, et puis il finit par me trouver un truc, ah bah là, il y a développeur Python Django, tu vois, donc en fait, pour faire Mhm. des apps, quoi. Et là, je fais, bon, bah, Mhm. c'est toujours mieux que rien, donc je vais peut-être dire oui et tout. Et puis il y avait une fille, une femme même, qui était là à l'époque dans cette ESN. Et quand elle entend ça, elle me prend à part, elle me dit, écoute, fais très attention. J'avais complètement oublié, mais elle a fait ça et c'est vrai que ça a tout changé. Elle m'a dit, fais très attention parce que ta première mission, après, tu vas être étiqueté. Et puis, même toi, tu vas te sentir plus à l'aise à postuler sur d'autres missions qui sont la même que celle-ci parce qu'au moins, tu auras fait cette mission-là. Et ensuite, dans une ESN, tu es très vite étiqueté, il sait faire ça, donc on le met sur d'autres missions comme ça. Et tu vas, tout ce que tu as appris sur la data et tout, bah, ça ne te servira plus parce que machin. Et donc, en fait, elle m'avait encouragé à temporiser auprès du commercial en disant, bah écoute, si vraiment on trouve rien d'autre, pourquoi pas, mais là, ça me gave un peu, tu vois. Et donc, du coup, on avait attendu et un mois plus tard, on a trouvé une vraie mission data. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé cette histoire, mais ouais, en fait, sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Enfin, on ne serait pas en train d'avoir cette conversation, quoi. Comme quoi, le Mhm. début de carrière, les premières missions, elles peuvent vraiment influencer parce que toi, tu disais que ouais, c'est vraiment en allant dans une mission pour un grand compte du cosmétique français que tu as pu t'investir davantage sur cet outil que tu avais déjà rencontré, mais que tu n'avais pas finalement encore approfondi. Donc au final, tu découvres Power BI en quoi, 2017-2018. Ouais, absolument, ouais. C'est Ok. ça. Et d'ailleurs, Et du coup, c'était le vas-y, début, excuse-moi. ouais. C'était aussi le début enfin, le début. Ouais, c'était pas mal le début de cette plateforme-là. Donc, il y avait très peu de. Aujourd'hui, on va peut-être en parler pour se former. C'est un jeu d'enfant, mais à l'époque, il n'y avait pas tant de contenu, surtout en francophonie. Ouais, Mm. ouais, c'est intéressant. Et donc du coup, parce que concrètement, tu as découvert Power BI en 2017-2018, tu es monté en compétence dessus assez rapidement, tu as su t'auto-former, peut-être trouver des ressources anglophones ou autres. Et là-dessus, comment ça s'est passé progressivement? Parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes les gens, tu as accompagné plus d'un millier de personnes, je crois, à monter en compétences Ouais. sur Power BI, que ce soit des particuliers. Moi, je suis Benjamin Dubreux, je n'y connais rien à Power BI, il faut que je me forme rapidement, je peux acheter un de tes programmes. Mais tu formes aussi les gens en entreprise. Donc, il y a des entreprises qui t'appellent et qui disent, bah, nous, on a toute une équipe là, ils ont besoin de monter en compétences sur l'outil. Donc, bah, il faut que vous veniez chez nous faire un. Alors, comment ça se passe? Tu vas chez eux, tu leur envoies des ressources. Comment tu les formes? C'est sous forme de quoi un peu un séminaire de 2-3 jours Ouais. En fait, déjà, pour expliquer, moi, j'ai toujours eu la passion de transmettre. Puis je pense que c'est un point commun qu'on a ensemble. On est pas mal dans transmettre. On a appris des choses, puis on aime bien aussi les partager. Donc ça, c'est un point important. Et donc, il y a 2 ans, j'ai fait ce saut un peu, à l'époque, un peu ce saut dans le vide où j'ai posé ma démission
Et j'ai dit, maintenant, je me consacre à fonder mon académie, des choses qui peut-être te parlent aussi, monter mes programmes de formation, etc. Et donc, ça fait 2 ans maintenant que je fais ça. Donc, c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir formé pas mal de monde. Et en effet, il y a deux axes que tu as bien décrits. Il y a premièrement les formations en entreprise. Donc, en général, sur Power BI, ça va entre 2 à 5 jours qu'on peut espacer dans le temps. Mais en général, les programmes, en fonction du niveau recherché, une équipe, il faut la former. Voilà, ça peut aller jusqu'à 1 semaine pour vraiment avoir un bon programme Power BI, jusqu'à avoir des équipes qui peuvent aller chercher la certification. Donc ça, c'est une partie intéressante parce que tu es sur le terrain. Quand tu es face à des équipes, quand tu es face à l'équipe finance, tu fais ta formation, mais ils vont te challenger, ils vont te dire « Ah, mais nous, nos systèmes, ils sont comme ci, comme ça ». Donc ça c'est très important pour moi parce que ça me permet de rester face à des équipes et face à, entre guillemets, la vraie vie. Et j'ai le programme en ligne qui est plus asynchrone, comme je pense que tu le fais aussi, où j'enregistre, c'est très classique, hein, j'enregistre des capsules vidéo, je les mets en ligne. Parfois, on fait aussi des petits webinaires privés avec mes apprenants, etc. Mais ça reste un format quand même très, très différent. Ouais, carrément. Et oui, parce que évidemment, tu vas pas envoyer de la synchrone aux entreprises, parce que sinon elles vont te dire, oui, on peut trouver en ligne la même chose. Donc, elles aiment bien avoir la personne et pouvoir échanger et avoir un feedback immédiat. C'est pour ça que généralement, si c'est plus cher, parce que si tu dois te déplacer, c'est pas le même prix. L'avantage de la synchrone, c'est que comme tu peux le délivrer entre guillemets sans être là, tu peux faire un truc beaucoup moins cher et beaucoup plus accessible au grand public. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que mon programme a autant marché, parce que en définitive, quand tu compares aux autres bootcamps qui sont à 2-3 000 euros, 4 000, même 5 000, ça a augmenté maintenant. On a envoyé les prix. Je n'étais pas retourné voir sur les pages principales des principaux organismes de formation. Je pense qu'ils sont tous très très focalisés sur le fait de passer par les aides qu'on peut avoir en France. Et donc en fait, une fois que tu payes avec des aides, le tarif n'est plus vraiment une question. Moi, je fais rien de tout ça en termes de CPF. Je fais c'est plus des gens qui sont déjà en poste et qui achètent le truc sur leurs propres données. Donc, effectivement, là-dessus, tu peux pas faire des lives, tu peux pas faire un bootcamp, quoi. Et de toute façon, le nombre de personnes ne permet pas de faire ça, parce que si tu fais un bootcamp avec des dates fixes, il y en a les 2/3, une date sur deux, ils pourront pas être là. Donc, c'est vrai que la synchrone, pour ça, c'est vraiment génial. Disons que je pense que par bootcamp, tu entends ces programmes d'accompagnement de 3 mois en général pour aller sur data analyse, data science. Je pense que c'est ça que tu… Ouais. Ouais, tout à fait. Disons que, par exemple, moi, je me compare pas trop à ces bootcamps. Parce que ces bootcamps-là, moi, d'après moi, c'est bien si tu vas avoir un bagage minimal, une espèce de vernis. Tu vas savoir qu'est-ce que c'est Python, qu'est-ce que c'est R, qu'est-ce que c'est Git. Tu vas maîtriser un outil de BI, etc. Mais si tu regardes, par exemple, sur moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie BI. En réalité, c'est très superficiel ce que tu vas apprendre, et dans les autres domaines peut-être aussi. Hein. C'est très, très superficiel, très, très basique. Puis je ne suis pas contre ces bootcamps parce que c'est excellent. Puis il y a toutes sortes aussi de moyens qu'ils mettent en place pour t'aider à te booster, etc. Mais moi, je ne me compare pas à ces bootcamps parce que moi, je propose des programmes d'expertise. C'est-à-dire, je partage les bonnes pratiques que j'ai apprises. Et que tu ne vas pas trouver facilement dans un bootcamp ou même sur Internet. Tu vas les trouver disséminés par-ci, par-là. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais en même temps, je pense qu'on ne propose pas exactement les mêmes contenus. Ah oui, non, clairement, ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je dis tout souvent, c'est qu'en fait, j'ai juste pas de concurrent à l'heure actuelle. J'ai juste comparé là-dessus par rapport au prix, mais sinon, d'un point de vue, parce que comme tu dis, souvent on voit les choses de manière superficielle, aussi parce que de toute façon, en 3 mois, tu ne peux pas avoir les choses en profondeur, c'est pas possible. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai énormément d'apprenants sur le programme qui sont d'anciens de tous ces bootcamps-là et qui considèrent qu'ils ont encore des trous dans la raquette sur telle et telle discipline. Mais encore une fois, c'est pas le but de ces bootcamps-là. Souvent, eux, ils répondent pour avoir droit à toutes ces aides, ils sont obligés de répondre à des contraintes légales qui sont définies dans des bureaux à Paris. Et si tu réponds pas à tel et tel truc, en fait, tu n'as pas l'accréditation, tu n'as pas le tampon et tu peux pas avoir les aides. Donc, du coup, ils répondent à ce que l'administration, entre guillemets, leur dit qu'il faut mettre dans le curriculum. Sauf que l'administration n'est généralement pas la mieux placée pour savoir ce qu'il faut mettre dans des curriculums. Donc, tu sais, l'administration, ils peuvent pas, c'est pas possible. Tu peux pas attendre d'une personne qui est non technique, qui a jamais travaillé dans le domaine, qui est dans un bureau, de savoir quelles sont les compétences. Moi, quand je me suis reconverti,
On m'a dit, tu ne peux pas avoir des aides de Pôle emploi pour suivre un parcours data science, parce que data science, d'après l'AFPA, ce n'est pas un métier. Tu vois. On était en 2018. Hein. Donc voilà, c'est trop lent. Ils peuvent pas, donc voilà, du coup, c'est pas forcément la faute des bootcamps. Eux, ils répondent à une commande qui est celle de l'État, et puis l'État, il est un peu à la ramasse, juste parce qu'en fait, c'est pas son métier, quoi. Mais en même temps, si l'État ne met pas des tampons comme ça et des trucs Calliope, après, c'est la foire à la saucisse, et puis tu as des vendeurs de formation immobilier qui prennent le CPF. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Toujours est-il que du coup, moi, j'arrive là-dedans, et je pense que toi aussi, on comble un trou en fait dans la raquette qui découle de toutes ces choses-là. Mais alors, du coup, ok, donc il y a 2 ans, tu dis, donc ça veut dire que tu as découvert Power BI en 2018. Il y a 2 ans, on était en 2022. Pendant 4 ans, Ouais, tu as travaillé en entreprise sur des thématiques BI, sur des thématiques data viz et tout ça. absolument. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui arrive sur le marché, on va dire surtout des data analysts, je pense, en France, et qui, voilà, ils arrivent sur le marché en 2024. Comment faire pour un peu sortir du lot, parce qu'il y a beaucoup de CV qui sont envoyés, tu as beaucoup de concurrents. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir du lot en 2024 dans la data viz, dans la BI, dans la data analyse? Comment toi tu t'y prendrais? En fait, la question c'est ça, c'est toi, si tu redémarrais de zéro aujourd'hui, tout ce que tu as comme connaissance, c'est ta connaissance du marché. Tu sais ce qui se passe dans les boîtes. Mais par contre, tu n'as pas de compétences techniques. Tu sais ce qui est attendu par les boîtes parce que bon, tu as tout le monde dans ton carnet d'adresses, tu discutes avec eux. Du coup, tu vas mettre une stratégie, un plan d'action. Comment tu t'y prends? Ouais, c'est une bonne question. Je pense déjà, en réalité, les métiers de la data, c'est quand même assez vaste. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est un data analyst? Ça fait quoi? Quand tu auras des fiches de poste, et ça peut être très très différent. Par exemple, moi, je regarde dans mon domaine, c'est plutôt la partie BI, la partie business intelligence. Ça va pas faire la même chose que d'autres data analysts. Donc, je pense à un point clé. C'est parce que souvent les gens se disent est-ce que je vais être data scientist ou est-ce que je vais être data analyst, ce genre de questions. Et en réalité, la question c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui te passionne. Par exemple, moi quand j'ai commencé, j'adorais coder, j'adorais le Python quand j'ai fait les petits bootcamps, tout ça, mais ça me passionnait. Je pouvais faire ça le week-end, je pouvais faire ça le soir sans m'arrêter, tu vois. Il y a des gens, ils vont pas forcément avoir autant d'appétence pour le code. Et c'est OK, en fait. C'est OK, par exemple, avec des solutions comme Power BI, c'est des solutions no-code à un certain point. Tu n'as pas besoin de coder, tu fais du drag and drop, tu cliques sur des boutons. Donc, je pense là, la concurrence aujourd'hui, elle est assez élevée. Donc, c'est vraiment important déjà, dès le départ, si possible. Moi, je ne sais pas si c'était le cas, mais moi, j'ai beaucoup cheminé. Mais aujourd'hui, ce qui peut être sympa, c'est d'essayer de déterminer, mais c'est quoi, toi, c'est quoi qui te passionne? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est non technique? Est-ce que c'est un secteur? Est-ce que c'est une certaine position, etc. Je pense que ça peut être un premier point clé parce que ensuite, tu vas mieux cibler déjà. C'est quoi les réponses, c'est quoi les offres, plutôt que chercher data analyst sur LinkedIn, comment ça s'appelle, Jobs ou je sais pas quoi. Pouvoir un peu raffiner ta recherche, ne serait-ce qu'avec une techno par exemple ou un sujet qui t'intéresse. Je pense que ce serait déjà la première. Moi, ce serait la première étape que si je refaisais, je me conseillerais de faire ça, de vraiment te dire, allez, toi, tu vas vraiment te focaliser sur ce sujet-là, puis tu vas faire partie des 20% meilleurs, ensuite des 10% meilleurs. Ensuite, tu vas essayer de monter dans les tours sur ce sujet-là. Je partirais déjà de là pour commencer. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu entends par sujet? Tu dis sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux donner un exemple de sujet? Exemple, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais par exemple, si ça vous plaît, la business intelligence, la data visualisation, prenez une techno. Dites-vous pas, je vais faire Power BI, je vais faire Tableau, je vais faire Click. Non. Prenez, faites une journée sur chaque outil et choisissez-en un. Ou alors, ayez une approche stratégique et dites-vous, c'est sûr que sur le marché en France, c'est quand même Power BI qui est leader, par exemple, etc. Et choisissez un truc et foncez dedans. Plutôt que jongler. Parce que si tu jongles, tu peux pas devenir expert. Ouais, c'est hyper intéressant.
Parce que, ouais, ok, donc par sujet, tu voulais dire une techno ou un truc comme ça. Effectivement, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Je passe ma vie à le dire d'ailleurs, et je me fais souvent un peu emmerder à cause de ça, parce que, alors des fois, je suis un peu taquin, tu vois, parce que je mets des mèmes sur R, et puis, tu vois, les gens les prennent mal. Mais en fait, il y a même plus vraiment de débat. C'est-à-dire que aujourd'hui, R, c'est utilisé dans la data science, peut-être un peu dans la data analyse, mais je suis pas sûr, et data engineering, pas du tout. Et donc, ça t'ouvre moins de portes, d'une part. Secondo, il y a moins d'offres pour R. Il y en a beaucoup moins que sur Python. Je remettrai des stats sous la vidéo parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais que ce soit, il y a une application qui s'appelle Pilot pour les freelances et eux, ils ont fait des stats sur ce que les gens mettent dans leurs offres et puis sur leur CV, les freelances, tout ça. R n'apparaît même pas. Ensuite, tu as Malte qui a fait. Donc, freelance, Pilot, c'était plus les freelances qui listaient leurs compétences. Donc là, tu pourrais dire, bah, si personne met R, bah, peut-être que moi je vais le mettre. Du coup, comme ça me permettra de sortir du lot. Ok, fair enough. Du coup, on va passer au deuxième graphique qui est celui de Malte. Malte, ils ont publié un graphique il y a 2-3 mois. Donc, Malte, c'est une plateforme aussi pour les freelances. Et eux, ils ont publié un graphique de ce qui était en demande dans les offres. Et tu vois, Python. Donc, en fait, ils ont un cadran. Et puis, ce qui est le plus à droite, c'est ce qui est déjà le plus demandé, et ce qui est le plus en haut, c'est ce qui a le plus progressé d'une année sur l'autre. Et tu as Python qui était déjà bien à droite, bien demandé, qui en plus est en haut du cadran parce qu'il est demandé encore davantage. R n'apparaît même pas sur le graphique. Et donc je dis aux gens, je passe ma vie à dire aux gens, si vous débutez dans la data science, n'apprenez pas R. Enfin, dans la data en général, mais même dans la data science, n'apprenez pas R. De toute façon, des profils qui connaissent R, il y en a déjà parce qu'ils ont fait que ça à la fac, parce que leurs profs ne connaissent rien d'autre. Donc ils ont formé pendant des années des mecs qui font du R par défaut, entre guillemets. Donc, vous allez être en concurrence si vous apprenez vous R maintenant avec des gens qui le connaissent depuis 5 ans pour seulement 10% des postes. C'est pas stratégique. Donc, du coup, je dis la même chose que toi. Vous avez le choix entre R et Python, vous prenez Python, vous poncez Python, et puis voilà. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'à force que je dis ça, bah, peut-être que tout le monde allait le faire et que du coup, par effet de répercussion, le seul à faire du R, du coup, tirer son épingle du jeu. Tu vois, c'est un joueur d'échecs qui a 4 coups d'avance, un coup de billard à 5 bandes. Je n'ai pas encore suffisamment d'influence pour ceux qui nous écoutent pour que tout le monde se mette à faire que du Python juste parce que moi je l'ai dit 1 ou 2 fois sur Internet. Donc on n'en est pas encore là. Il a raison sur le principe, mais ça c'est seulement si tout le monde écoute. Donc, je suis d'accord pour dire que ouais, effectivement, se focaliser. Et ce qui est intéressant, j'ai noté, parce que ça recoupe sur un post qu'avait fait un gars, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Raphaël. Il avait, parce que tu as dit, plutôt que de jongler avec les technos, parce que jongler avec les technos, ça ne permet pas de devenir expert. Et la métaphore de jongler, il y a quelqu'un, c'est Raphaël de Oyster, un truc comme ça, qui avait fait un post, il dit les entreprises, elles embauchent des experts, pas des saltimbanques qui savent dire Hello World dans 50 frameworks différents. C'était sa punchline, et le post, il avait cartonné. Moi, je trouvais que la punchline était vraiment géniale. Et tu vois, dans Saltimbanque et dans Jongler, on retrouve un peu la même métaphore, tu vois. C'est assez marrant. Et oui, c'est sûr que quand tu fais 15 trucs à la fois, tu peux pas devenir excellent dans aucun d'entre eux. Donc, du coup, c'est difficile de sortir un peu du lot. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et donc oui, ouais, ça peut être une formation Power BI si on veut devenir bon en BI, et si on veut devenir bon en tableau, bah, formation tableau, et puis on fait que du tableau. Ok, donc ça c'est le premier point. Donc la personne, elle s'est dit cool, j'ai fait tout ça, enfin j'ai choisi, j'ai testé un peu tout, je me suis dit bon bah ok, ce qui m'intéresse le plus, admettons, c'est tableau, je me forme en tableau. À partir de quand on estime qu'on est assez bon? Comment tu ferais pour déterminer que, ok, là, j'ai bien bossé, je peux commencer à postuler, enfin, je vais réussir. Comment faire pour sortir du lot? Parce que c'est pas le tout d'être bon techniquement, encore faut-il le faire savoir. C'est-à-dire être capable de faire remarquer que, ok, j'ai appris des trucs, mais il faut le prouver. Enfin, tu vois, tu veux pas, parce que tout le monde met sur son CV Power BI, et du coup, si toi, tu as fait 500 heures et que l'autre, il a mis 50, bah, tu es 10 fois, enfin, potentiellement 10 fois meilleur que lui, mais en fait, tous les deux, vous n'avez qu'une seule ligne avec écrit Power BI. Donc, comment faire pour. Ouais, absolument. Bah déjà, je pense que dans les interviews maintenant, c'est quand même un sujet qui va revenir. Enfin, il va y avoir des questions et on peut pas balader. À un moment donné, si on a un entretien technique, on ne va pas pouvoir balader la personne. Si tu maîtrises ou tu ne maîtrises pas les concepts. Donc, je dirais la première chose, avant de le prouver, c'est déjà de prenez une formation de référence, prenez un livre de référence, prenez la documentation officielle et puis poncez-la. Il n'y a même pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'acheter de formation. Vous prenez la documentation officielle si vous êtes motivé et vous la
vous la highlightez, vous faites tout ce qu'il faut dessus. Ensuite, moi, je vois deux façons de prouver les compétences. Puis, tu me diras ce que tu en penses. Une facile et une plus difficile. Une facile, c'est d'aller chercher une certification. Donc, là, côté outillage, sur tous les outils, moi, je vais parler de Power BI, mais ça s'applique à d'autres plateformes. Maintenant, il y a des certifications. Vous pouvez passer, ça coûte $160 ou quelque chose comme ça. Et vous avez un truc qui est regardé internationalement. C'est-à-dire que même si vous passez votre certification en France, auprès de Microsoft, je sais qu'ici, les recruteurs, par exemple à Montréal, ils les regardent, c'est les mêmes. C'est international. Donc, c'est vraiment facile comme... je pense que c'est vraiment bien parce qu'en plus, elles sont assez difficiles, ces certifications-là, dans le sens où il faut avoir 70%, je crois. Et donc, ça vous force à avoir une connaissance d'ensemble de la solution. Parfois, on est intéressé par le module d'analyse ou le module ETL, puis on passe le partie déploiement. Là, ça vous force. C'est une bonne révision. Pour ceux qui débutent, c'est parfait. Ça fait une bonne révision. Donc ça, c'est un. Et après, deux, c'est de faire un projet. Je vois de plus en plus de gens qui font des petits projets puis qui les publient sur LinkedIn, par exemple, ou sur la plateforme que vous voulez. Il y a plein de plateformes maintenant sur Internet. Et ça peut être assez fort. Exemple, là, il y a les Jeux Olympiques bientôt qui arrivent à Paris. Vous arrivez à scraper des données sur leur site quand ça va venir, des données où vous allez sur Open Data, peut-être que vous voulez analyser l'impact sur le trafic métro, je sais pas quoi. Ou trouver un sujet un peu original, histoire de ne pas prendre le dataset Titanic ou je sais pas quoi. Là, vous pouvez vraiment, il y a vraiment moyen de se démarquer. J'en ai vu plusieurs qui ont fait ça et qui sont bien démarqués. Prenez un petit projet qui n'est pas trivial, on va dire. Tu aurais un exemple sans dévoiler des secrets industriels, mais tu dis j'ai vu quelques projets comme ça qui m'ont marqué, enfin qui ont réussi à se démarquer comme ça. C'était quoi? Ils avaient pris quoi comme type de données? C'était quoi les sujets, si tu t'en rappelles? Alors, j'ai pas des exemples. En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est, je ne sais pas en tête, peut-être je pourrais t'envoyer les liens par la suite, mais c'est les gens qui font cet effort. Et là, je vais parler des gens, par exemple, qui ont suivi ma formation, même qui sont au niveau 0 et qui publient leur premier rapport. Il y en a plusieurs qui ont fait ça dans la formation, qui ont pris le chapitre 1, qui ont fait un screenshot, j'aurais même pas demandé, et qui ont publié. Et même si c'est des rapports, au départ, on voit leur évolution. Au départ, ils ont des rapports tout moches, puis après, ils évoluent. Rien que ça, honnêtement, il y a très, très peu de gens qui vont faire cet effort-là de montrer leur évolution. Et quand tu dis publier, qu'est-ce que tu entends par publier? Tu dis ils ont publié un screenshot de leur rapport, machin, c'est sur ta plateforme, c'est en ligne, c'est sur LinkedIn, c'est un blog? C'est sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Moi, je suis sur LinkedIn, comme toi. Après, je sais qu'il y a des autres plateformes, il y a des blogs, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas totalement. Mais sur LinkedIn, vous pouvez faire soit un screenshot, soit une vidéo. C'est très puissant. C'est très, je pense, pour prouver vos compétences. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais suivi la formation de Fast AI de Jeremy Howard, et lui, c'est un des trucs qu'il disait. Il disait, faites un blog. À l'époque, LinkedIn, c'était pas super in encore. Peut-être que lui, ça lui était passé complètement au-dessus. Moi, à l'époque, j'étais pas dessus non plus. Je crois on est en 2019 à l'époque, tu vois, un truc comme ça. Et donc, il disait, ouais, faites un blog. Et il disait, le but du blog, c'est pas d'impressionner Geoffrey Hinton, parce que vous n'allez pas réussir à impressionner Geoffrey Hinton. Le but du blog, c'est de faire un article qui donne une info au vous d'il y a 6 mois, donc un truc que vous ne connaissiez pas. Et il dit, il y a beaucoup plus de monde qui sont dans votre situation il y a 6 mois qui ne connaissent pas le truc que vous venez d'apprendre qu'il n'y a de Geoffrey Hinton. Donc, si vous attendez d'être le meilleur expert de tel ou tel fil pour commencer à publier des trucs sur Internet, en fait, vous ne publierez jamais rien. Et moi, j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais attends, d'un autre côté, si tout le monde fait ça, on va se retrouver avec 3000 articles sur c'est quoi un value, une fonction d'activation d'un réseau de neurones. Ça va tout le temps être les mêmes articles. Ça va polluer Internet et ça va apporter beaucoup de valeur, tu vois. Quel est l'intérêt? Et en fait, non, à l'usage, il s'est avéré qu'il y a des gens qui ont vraiment trouvé des missions et des jobs grâce à leur blog qu'ils avaient fait et avec des trucs des fois un peu bateaux. Et je me disais, merde, vraiment, tu peux, à San Francisco, le berceau de la tech,
tu fais un petit blog avec 3 fonctions d'activation et 2 infos que tu as trouvées sur FastAI, et il y a des gens qui t'embauchent avec ça. En fait, il se trouve qu'apparemment, ouais. Et aussi parce que, très peu, comme tu le dis, très peu de gens le font. Du coup, les rares qui le font, en fait, sortent du lot juste parce qu'ils ont osé franchir le pas. Le deuxième avantage qu'on sous-évalue, enfin qu'on omet de dire quand on fait ça, c'est-à-dire que la personne va publier un truc, si jamais il y a une erreur, quelqu'un vous le fera savoir. Et donc du coup, ça vous donne un feedback immédiat. Alors que si vous gardez votre petit truc pour vous, et que vous ne le montrez jamais au reste du monde, personne ne peut vous faire un feedback pour savoir si c'est bien ou pas. Il vaut mieux avoir un feedback très tôt par quelqu'un de sympa sur Internet que d'avoir un feedback une fois arrivé en entreprise du gars qui vous dit que tous vos dashboards sont pourris. C'est comme si vous révisiez votre musique tous les jours dans votre chambre sans que jamais personne vous entende chanter, et puis ensuite vous faites un concours devant 1000 personnes. Et si jamais personne vous a dit avant qu'en fait vous étiez hors tune, enfin off key, je sais pas comment on dit ça en français, vous étiez, bref, j'ai pas le nom, mais quand vous chantez faux, tout simplement, ouais. Si personne vous l'a dit avant et que vous attendez d'être devant 500 personnes pour que ça se remarque, c'est un peu dommage. Et donc l'avantage de publier, comme tu disais, c'est que moi tu peux avoir du feedback. Et le feedback, c'est très, 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 très important. Ok, ça c'est assez intéressant. Alors, du coup, donc, toi, tu as fait tes 2 années, enfin, tu as fait 5 ans de Power BI. Comment ça, puis tu m'as dit, là, il y a 2 ans, j'ai posé ma DEM pour lancer mon académie. Je pense qu'il y a plein de gens qui se diront, jamais de ma vie je ferai ça, tu vois, parce que ils n'ont pas forcément, comme tu disais, la fibre de l'enseignement, ou ça leur paraît trop risqué ou autre. Mais il y en a plein d'autres aussi qui se disent, ouais, moi, l'open space, ça me gonfle. Si je pouvais faire de l'accompagnement, de l'enseignement ou des trucs comme ça, je trouverais ça plus fun, tu vois, quitte parfois même à gagner moins, mais bon, il y en a que ça mange. Du coup, comment ça se passe? Tu fais d'abord tes propres petites formations en ligne et ensuite tu démissionnes, ou il y a un jour où tu dis, bon, en fait, j'en ai marre, c'est mon projet, j'en ai envie, donc je plaque tout, et c'est seulement à ce moment-là que tu commences à produire ton accompagnement. Ouais. Moi, j'avais déjà eu plusieurs side projects en fait quand j'étais salarié, même quand j'étais encore en France. Et donc j'avais déjà tenté plusieurs choses. Ça me passionnait déjà ce domaine dans l'entrepreneuriat à l'échelle individuelle. Ça m'a toujours passionné. Et j'avais par exemple fait des formations à l'époque sur PowerPoint, sur les présentations, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et j'avais monté une formation à l'époque, ça remonte à 4 ou 5 ans. J'ai monté une formation en ligne quand j'étais encore employé. Et je l'avais vendu sur ma newsletter. J'avais dit, tiens, j'avais une newsletter aussi à l'époque. J'avais dit, voilà, je vends une formation. Et contre toute attente, j'avais eu pas mal de gens qui avaient, ça m'avait beaucoup surpris, j'avais beaucoup de gens qui avaient acheté ma formation. C'était une formation sur quoi? Sur PowerPoint, c'est ça que tu as dit? Sur faire des présentations impactantes avec PowerPoint. Donc c'est une présentation sur les présentations. Il y a un peu le côté Inception. Ouais, non, c'est une forme. Voilà, exactement. Une formation sur les présentations. Et donc voilà, c'est ça. C'est comme ça. Je suivais plein d'influenceurs comme sûrement toi qui expliquent comment vendre des formations en ligne, etc. Puis j'avais tenté ma chance. Puis ça avait marché. J'étais même surpris du résultat. Et donc voilà, ça m'a motivé. Je me suis dit, c'est incroyable. J'ai une mailing list. J'ai pas énormément de gens sur ma liste, mais ils sont assez partants pour rejoindre une formation. Donc, ça a mis la graine dans mon esprit, et quelques temps plus tard, voilà, j'ai décidé de faire ça à 100%. Ok. Oui, donc voilà, c'est pas parce que moi j'ai posé cette question-là, je me doutais de la réponse, je la connaissais pas, je te l'ai pas demandé avant, mais parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me demandent s'ils doivent tout plaquer pour faire X ou Y. C'est même pas forcément d'ailleurs pour lancer des formations web. Il y en a un qui me dit l'autre jour, souvent j'hésite à démissionner pour me lancer en freelance. À chaque fois je leur dis non, surtout pas. Tu trouves d'abord des missions, et si tu vois que le marché est prêt à t'accueillir en tant que freelance, dans un second temps, tu vois si tu démissionnes ou si tu as une rupture ou autre. Ça, c'est les méandres du marché du travail français. Mais d'abord, vérifie qu'il y a bien quelqu'un qui serait prêt de t'embaucher, parce que sinon, tu peux te retrouver juste sans rien. Donc, c'est juste dangereux. Bon. Il y en a qui le font quand même et pour qui ça marche. Il y en a d'autres, j'ai pas toutes les infos, donc je ne sais pas qui fait quoi exactement, mais en tout cas, moi, je leur conseille toujours non. Ouais. Deuxième point, il y en a qui me disent, j'hésite à tout plaquer pour me lancer dans la data. Et même chose, je leur dis, non, en fait, tu bosses un peu de ton côté, tu fais un bootcamp en mode le soir, tu fais quelques certifs,
et tu vois c'est un peu si ça prend, parce que c'est vraiment risqué. Après, si tu es au bout de 5 ans, si tu as travaillé 5 ans non-stop en France, pour les francophones, enfin, pas pour les francophones, pour ceux qui travaillent en France, pardon, si vous avez travaillé pendant 5 ans sans interruption, sans jamais rater une seule journée off ou autre, vous avez droit au CEP démissionnaire. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle une démission reconversion. Et là, vous aurez Pôle emploi pendant 2-3 ans et vous pourrez vous reformer pendant 2 ans, je pense. Donc là, why not? Mais sinon, tout plaquer comme ça. Et donc, ça, c'est un bel exemple d'une personne qui ne s'est pas dit un matin, allez, j'arrête tout, et puis je fais quelque chose de nouveau. Et non, tu regardes, tu vois déjà si ça marche, et puis, euh, c'est, je crois que c'est Derek Sivers qui appelle ça la Law of Financial Viability. S'il n'y a personne qui est prêt à te payer pour faire ce que tu veux faire, bah, peut-être que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Tu vois. Et, à moins que vous soyez un artiste, si vous êtes Vincent Van Gogh et que vous avez que ça dans votre tête de peindre des tableaux, même si vous devez mourir de faim pendant que vous faites ça, bon, bah, là, de toute façon, si c'est votre cas, vous n'êtes pas en train d'écouter notre podcast. Mais pour les gens normaux comme toi, moi, et puis je pense que 99% de ceux qui nous écoutent, c'est d'abord la sécurité, puis ensuite on voit. Donc, ouais, ok, merci pour ce point-là. Et donc, ok, tu t'es dit, donc tu as vu que ça marchait bien, tu te dis, allez, je pose madame et je lance mon académie. Comment, du coup, comme Power BI, j'imagine, faisait partie d'un de tes sujets d'expertise, tu t'es dit, bah ouais, en fait, je me sens assez calé pour parler de ça et pour expliquer aux gens comment ça marche parce que, en fait, je suis plutôt bon là-dedans, finalement. Ouais, absolument. Absolument. Bah, je me suis recentré sur mon sujet principal. Je me suis mis à parler que de ça sur LinkedIn. Et puis après, bah, j'ai fait mon petit chemin jusqu'à aujourd'hui. Je continue là-dessus. Ok. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, tu as accompagné plus de 1000 personnes, à la fois en asynchrone, donc là, c'est plus difficile de savoir quelles sont les problématiques des gens, mais y compris dans des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui t'appellent et qui te payent pour que tu viennes chez elles expliquer aux gens. C'est quoi les plus grosses difficultés qu'ils ont les gens quand ils débutent dans un outil de dashboarding? Ouais. En fait, il y a plusieurs difficultés. Principalement, c'est d'entrer dans une nouvelle façon de regarder les données. Dans Power BI, il y a une notion de modélisation. J'importe mes données, je dois faire en sorte qu'il y ait des relations qui existent entre mes différentes tables. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais bon, il y a on va dire, entre guillemets, un nouveau paradigme à apprendre, une nouvelle façon de penser. Quand on est les gens qui viennent de Excel, par exemple, on fait des recherches V pour ceux à qui ça parle, on fait des choses comme ça. Mais dans Power BI, on crée des relations et ensuite on a un modèle où tout est connecté. Donc ça, c'est une première difficulté. Et après, la difficulté, c'est assez simple, c'est qu'il y a deux langages qui entrent en jeu. Il y a tout ce qui est transformation des données, donc on peut dire ETL en Power Query, donc c'est le langage M. Et ensuite, il y a un autre langage, c'est le langage d'analyse en dashboarding. Quand je suis en mode dashboard, faire mes indicateurs, faire mes analyses, là, il y a le langage qui s'appelle le DAX. Donc voilà, il y a un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Puis en plus, il y a des langages qu'il faut quand même un minimum maîtriser pour être efficace. Donc ça fait un peu beaucoup pour les gens qui débutent. Ouais, ok. Quand tu parles de langage qu'il faut maîtriser pour être efficace, c'est quoi? C'est SQL, j'imagine? En fait, l'équivalent du SQL dans le monde de Power BI, ça s'appelle Power Query. Ok, C'est comme un ETL et c'est un outil où tu cliques pour faire tes transformations. C'est assez simple, mais en arrière, il y a un langage un peu comme SQL qui s'appelle le M. Si tu veux aller faire des niveaux intéressants, faut le maîtriser un minimum. d'accord. Et donc, c'est ça. Ok. Et alors, ouais, et donc toi, tu conseilles, quand tu es débutant, tu as peut-être moins besoin de ça, ou est-ce que tu en as besoin dès le début? Enfin, il y a plusieurs paliers, j'imagine. D'ailleurs, tu parlais des certifications. Power BI, c'est intéressant le fait qu'elle se soit certifiée par Microsoft et que du coup, c'est la même partout dans le monde parce que c'est pas facile de certifier les gens, par exemple en Python. Python, c'est tellement vaste que bah, c'est-à-dire quoi être certifié en Python, tu vois, c'est un peu compliqué. Là, au moins, Power BI, il y a des certifs. Donc, il y a quoi? Il y a plusieurs niveaux de certification. En fait, sur Power BI, aujourd'hui, il y en a une principalement qui est Ok, vraiment sur Power BI et qui certifie que tu maîtrises bien les 4 principales étapes d'un projet qui sont importer les données, les modéliser, les visualiser et déployer ta solution. Donc ça, d'accord. c'est 4 étapes incontournables d'un projet. Mhm. Et la certification, elle va s'assurer que tu maîtrises ça. Ok.
Ouais, et donc, une fois que tu as maîtrisé ça, il y a encore un palier supplémentaire que tu peux atteindre en termes de compétences ou on considère que c'est Ouais. acquis et puis... Alors, pour répondre à ta question initiale on peut très bien, tu sais, je peux prendre Power BI, je peux importer mon fichier Excel de mes budgets ou ce que tu veux, mes budgets, et faire mon dashboard. Et quasiment en quelques minutes, je vais avoir mon dashboard et c'est possible. Mais si tu veux faire un projet de bout en bout, progressivement, tu vas bâtir par-dessus. Et effectivement, la certification, c'est juste un papier qui dit que tu maîtrises un certain nombre de choses. Mais si tu veux, il y a énormément plus à développer en termes de compétences, évidemment. Une fois que tu vas chercher les bonnes pratiques, c'est quoi qui se fait de mieux sur le marché. Et puis quand tu vas aller chercher certains cas d'utilisation spécifiques, par exemple Power BI pour la finance, etc., ça va bien au-delà de ce que tu vas passer dans une certification, bien sûr. Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Et donc, toi, du coup, tu as découpé un peu ton offre d'accompagnement vis-à-vis de tout ça, avec un truc un peu finance et tout ça, ou c'est surtout un truc qui prépare à l'assertif et puis... Ouais, alors moi, comment j'ai fait, c'est que j'ai dit, je fais un programme d'accélération pour les gens qui sont en mode, je suis sur YouTube, je me forme, je suis en train de me former, et puis je m'éparpille. Là, j'ai un programme qui s'appelle l'accélérateur, où vraiment, je te donne les meilleures pratiques que moi, j'applique dans mes propres projets. Comme ça, tu es opérationnel en quelques jours avec ce programme-là. Et ensuite, j'ai fait un programme par-dessus pour les gens qui ont déjà une bonne expérience, qui ont suivi ce programme, qui ont déjà une bonne expérience, qui ont 1-2 ans et qui veulent aller vers la certification. J'ai fait un programme plus d'expertise qui vient dans un second temps. Et puis après, j'ai quelques programmes thématiques sur des problématiques, par exemple le dashboarding, faire des dashboards stylés. J'ai un programme là-dessus, etc. Puis c'est plus thématique les formations suivantes. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a un peu un côté un peu débutant, confirmé, et puis en fait, une fois que tu es confirmé, Ouais. après, tu choisis un peu ta voie comme un tech tree dans les jeux vidéo. Là. Ouais, voilà. Pour l'instant, j'ai pas non plus. Enfin, j'ai 3 grands programmes en fait. J'ai le Ouais. débutant confirmé, puis j'ai un programme sur la data visualisation. Puis je suis en train d'étendre l'offre. J'ai plein d'idées de formation, mais pour l'instant, elles sont dans ma tête. Ouais, c'est le problème quand tu as plein d'idées et que tu n'as pas assez de temps pour les réaliser. Ouais, ouais c'est clair. Et donc, ok. Et là-dessus, qu'est-ce que tu as pu remarquer comme entre guillemets, par exemple, sur l'accélérateur, c'est pour les débutants, l'expertise qui veulent passer, pour ceux qui veulent passer l'assertif, c'est quoi leur plus gros problème? C'est quoi leur plus grosse difficulté face à l'outil et comment tu peux la résoudre? Ou celle que tu as remarqué le plus souvent, c'est peut-être pas la plus dramatique en termes de conséquences, mais celle qui revient très très souvent, tu vois, un peu le 80-20 des problèmes des data analysts qui montent en compétence sur Power BI. Ouais. Souvent, ça va être lié à la technicité, en fait. À la technicité. Donc, comme je t'ai dit, les 2 grands langages, ils sont nouveaux. La plupart des gens ne les connaissent pas. Certains qui viennent d'Excel, parfois connaissent Power Query parce que ça existe dans Excel aussi. Mais c'est quand même rare. Et donc, je pense que c'est surtout cet aspect technique. Alors, en fait, j'ai un sondage, j'aurais dû le prendre parce que j'ai un sondage d'entrée dans les formations où je dis c'est quoi votre grand challenge en ce moment. Et là, je ne l'ai pas sous la main, donc il faudrait que je le ressorte. Mais d'après moi, c'est principalement un aspect technique, souvent. Un aspect technique qui est rebutant pour les gens parce que c'est un nouvel outil et ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Même s'ils suivent un tutoriel, ils ont suivi un tutoriel, ils l'ont fait, mais ils ne seraient pas capables de le refaire. Tu vois, ils savent. Ouais. Et donc, moi, j'ai plutôt une approche, j'espère plutôt une approche méthodique oui, c'est bien de connaître les boutons, c'est bien de connaître la plateforme, on va le faire évidemment, mais surtout pourquoi on fait ça. Puis si on reprend un projet, le cadre d'un projet réel, comment on le ferait concrètement? Ce serait quoi la checklist et pourquoi on fait ça? Ouais, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que, en fait, cette capacité à remettre les choses dans le cadre de la big picture, moi, j'ai remarqué que c'était une grosse faille parfois dans les écoles, parce que à un moment donné, très vite, on m'a proposé de donner des cours dans des écoles, que ce soit des écoles privées ou des écoles d'ingénieurs plus traditionnelles. Quand je dis école privée, c'est plutôt école en mode quelqu'un a lancé un peu son organisme de formation à Paris, qui est sorti il y a 2, 3, 4 ans, et puis voilà, donc du coup, il trouve des profs un peu vacataires en mode freelance, tu vois. Et donc très vite, on m'a proposé des trucs comme ça.
Et donc j'ai donné des cours un peu partout, dans plusieurs de ces écoles, et puis aussi en école d'ingénieur. Et j'ai vu qu'en fait, sur le papier, il y a une cohérence d'ensemble, mais comme chacun des cours sont distribués par des profs différents qui ne se connaissent pas forcément, voire même jamais d'ailleurs, et qui ne se parlent pas entre eux, ben, il n'y a pas la big picture. Donc en fait, t'as des étudiants, ils apprennent à faire une régression linéaire. Donc cool, ils connaissent la formule et tout, régression linéaire, mais ensuite, ils ne savent même pas dans quel cadre en fait ils devraient l'utiliser. Ok, mais à quel moment tu la sors de ton chapeau, la régression linéaire? C'est pour faire quoi? C'est pour répondre à quel problème? Tu vois, il y a pas de logique. Donc du coup, ils peuvent passer par exemple 3 mois à faire un cours sur Git, et comme c'est Git tout seul, tu vois, ça correspond à rien. Et c'est vrai que je pense que on manque réellement de choses où on remet un peu dans le cadre de la big picture de tu es en train de faire un truc, oui, ok, mais pourquoi et à quoi ça sert? Et je pense qu'effectivement, c'est un bon point de dire que bah, plutôt que d'essayer d'apprendre 1000 nouveaux trucs sur ton outil, peut-être se poser la question de savoir de lesquels tu auras le plus besoin et dans quel ordre et pour répondre à quel besoin. Ça a plus de sens en fait l'apprentissage quand tu sais pourquoi tu fais les choses. Euh, ok, mais ouais bah, c'est hyper intéressant. Et donc, ok, donc toi, tu es, généralement, ensuite, c'est quoi la next step pour quelqu'un qui s'est dit, OK, je suis devenu balèze en Power BI, je suis devenu vraiment fort, j'ai fait toutes les certifications enfin, j'ai fait tous les programmes d'accompagnement de Benjamin Heisenberg. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je fais là? Donc là, je suis en 2024, je suis un data analyst un peu confirmé ou un BI développeur. Je suis un peu confirmé, tu vois, je suis bon dans ce que je fais. Qu'est-ce que ça peut être la next step de tous les gens que tu as rencontrés en entreprise? Qu'est-ce qu'ils suivent un peu comme chemin de carrière pour, tu vois, progresser en 2024? Ouais, bon, là, c'est vraiment difficile parce que j'ai la chance d'avoir aussi un public assez divers, très divers. J'ai des gens, bon, classiques, je suis contrôleur de gestion, etc. Et puis j'ai des gens un peu, des profils un peu, que moi j'appellerais atypiques, enfin, que je m'attendais pas à avoir. Donc, je Ah sais ouais? pas répondre à ta question, mais par contre, moi, ce que je Ok. conseille aux gens, c'est là, il y a une chance incroyable, c'est tu peux suivre les meilleurs experts, particulièrement si tu parles anglais, par exemple sur LinkedIn. Et le niveau d'innovation est assez, mais je pense dans tous les sujets, mais dans d'autres sujets qui intéressent ma communauté, le niveau d'innovation est très haut et ça avance très très vite, ça évolue très très vite. Donc moi, ce que je recommande aux gens, c'est de rester connecté évidemment aux évolutions produits chaque mois. Ça, c'est incontournable. Et après, si tu restes en veille sur le top 10, par exemple, des influenceurs US, par exemple, tu vas jamais cesser d'être perturbé ou challengé dans ton travail et trouver des nouvelles façons innovantes d'amener les sujets. Ouais, oui, c'est vrai que bah, tu fais bien de le mentionner parce que ça pourra peut-être servir de conseil de fin. On a parlé dans une autre interview, il me semble que c'est avec Perrine Checo ou alors avec Khouloud. On a parlé du fait de savoir parler anglais et à quel point c'était un avantage comparatif incroyable dans nos métiers et dans la tech. Et c'est vrai que Euh, quant à cette chance-là, moi je pense que j'ai réussi à me reconvertir aussi rapidement et à monter en compétences aussi rapidement, en grande partie parce que je parle anglais. Du coup, je pouvais suivre les cours par exemple de Jeremy Howard, les cours du MIT sur Coursera et tous ces trucs-là. Et donc, du coup, c'est bien que tu le rappelles parce que du coup, ça fait une deuxième personne qui dit ça. Si vous ne parlez pas encore anglais, il est fort probable qu'en fait, la meilleure décision que vous puissiez faire en 2024, c'est ni de se former à Power BI, ni de se former à Python, ni de se former à machin. Enfin, si vous êtes déjà en poste, en tout cas, si vous cherchez un poste et un travail, l'anglais, c'est trop lointain. Ça va pas avoir, ça va avoir des bénéfices qui sont trop lointains pour que ce soit utile de commencer par là. Mais pour tous ceux qui sont déjà en poste et qui veulent maximiser les retours d'investissement au cours de leur carrière pour les 10 prochaines années, si vous êtes déjà en poste et qu'il n'y a pas d'urgence à trouver un boulot, sans doute que l'anglais, c'est vrai que ça a sans doute le meilleur retour sur investissement. Et puis en plus, c'est cool parce qu'après, tu peux regarder des séries en VO et puis tu peux voyager. Et en fait, ça a plein de bénéfices positifs. Il paraît même que j'avais lu un article sur, je crois, The Economist qui expliquait que quand tu es bilingue, tu as beaucoup moins de chances d'avoir Alzheimer quand tu as 70 ans. Mais genre un facteur divisé par deux. Donc les bénéfices sont non négligeables, y compris d'un point de vue santé. Après, c'est toute activité cognitive. Apparemment, c'est un peu la même chose quand tu apprends le piano et tout ça. Mais bon, comme en plus l'anglais a un bénéfice sur la carrière, ça peut être un très bon point. Et ensuite, bah, faire de la veille. Ouais. Et donc, bah, c'est intéressant. Tiens, par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner quelques noms de profils que toi tu suis et qui t'intéressent? C'est vrai que c'est une question que je ne pose pas, mais je vais la poser à partir de maintenant parce que c'est une très bonne. C'est un truc assez intéressant. Voilà, ça va être,
Ça va être difficile parce que là aussi, il faudrait que je retrouve j'ai une liste, j'ai un tableau avec tout ça. Mais en fait, une façon de voir ça, c'est d'aller de regarder les chaînes, les leaders US. Et là, vous allez voir les entre guillemets, influenceurs qui sont bien sur YouTube. Et je vous conseille de les chercher aussi sur LinkedIn, ces personnes-là. Donc, tu tapes Power BI sur YouTube, tu mets un filtre sur les chaînes. Dans YouTube, tu peux filtrer par chaîne. Tu regardes les top 10. Donc, je ne connais pas les noms, mais tu as par exemple des gens qui travaillent chez une société qui s'appelle SQL BI, des gens comme ça. Ça t'en fait déjà trois à suivre qui sont au top. Et après, tu en as d'autres. Je ne vais pas tous les lister. Mais c'est un bon exercice de chercher les chaînes et de chercher les individus sur LinkedIn, parce qu'en fait, ils publient aussi sur LinkedIn. Et ce qui est intéressant sur LinkedIn, bon, je ne vais pas te l'apprendre à toi, Benjamin, mais c'est toutes les discussions par exemple, quand il y a des nouveautés, si tu vas dans les commentaires, juste les commentaires, ça peut être une mine d'or pour toi dans ta veille. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai essayé de pas trop me nicher sur un seul outil parce que, en fait, j'ai pas envie de devenir le monsieur Python ou le monsieur Git ou le monsieur truc. Et déjà parce que, en plus, j'estime que j'ai même pas le niveau d'expertise pour faire ça, tu vois. Si je devais faire un truc de Python avancé, je pense que je m'associerais avec quelqu'un. Je n'irais pas avoir la prétention de le faire moi-même. Moi, je pense que ma vraie force, c'est d'aider les gens à passer de 0 à 1, tu vois. Et ensuite, pour qu'ils passent de 1 à 2 ou 1 à 10, là, il faut aller voir des gens plus nichés. Et c'est vrai, tu vois, par exemple, ça me fait penser à un profil. Il y a un gars qui est hyper niché sur Airflow, par exemple. Et c'est le monsieur Airflow international. C'est le monsieur. Son nom ne me revient plus en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va me revenir. Et c'est vrai que tu peux trouver. Alors, le problème, c'est que du coup, tu ne peux pas être monsieur Airflow en France. Genre, il n'y a pas assez de monde qui a besoin de savoir des trucs sur Airflow pour que ça justifie le temps passé à faire tout ça. Donc, en fait, ce gars-là, c'est un francophone. Je me demande même s'il n'est pas français tout court. Sauf qu'il s'exprime en anglais sur les réseaux sociaux. Et donc, ouais, c'est vrai que du coup, si tu parles pas anglais, ça va être un peu plus compliqué. Mais du coup, je suis preneur par contre de la liste, alors peut-être pas la liste en entier, mais si tu peux nous sortir 5-6 noms de la liste que tu disais que tu avais en ressources, on pourra la mettre sous la vidéo et comme ça pourra donner des pistes ou des suggestions, en tout cas, de personnes qui sont intéressantes. Écoute, très cool. Est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier truc que tu veux partager, une info concernant tes activités en ce moment, quelque chose que tu vas lancer ou bien un dernier conseil? La parole est libre. Simplement, si vous voulez poursuivre la discussion, comme toi, Benjamin, je suis pas mal présent sur LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et si c'est des sujets qui vous intéressent, j'organise de temps en temps des conférences en direct sur LinkedIn. Donc, peut-être qu'on se retrouvera dans une prochaine conf. Ouais, carrément. Donc, je vais évidemment ajouter ton profil. Tu as une newsletter aussi, tu disais tout à l'heure, je crois. Peut-être ajouter ta newsletter. Oui, j'ai également une newsletter. Mais bon, l'endroit où je partage le plus, ça reste LinkedIn. Ouais, bien sûr. Okay. Écoute, je partagerai tout ça, tes liens principaux et tout ça sous la vidéo. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. C'était hyper intéressant. J'en retiens un point important que je rappelle. Alors, il y en a plusieurs. Petit 1, essayez de parler anglais si ce n'est pas encore fait. Ça vous aidera vraiment beaucoup. Mais seulement si vous êtes déjà en poste. Si vous n'êtes pas encore en poste, il faut d'abord se former techniquement. Pour se former techniquement, ce que tu disais, c'était arrêtez de jongler avec 15 nouveaux trucs qu'il faut apprendre et puis prenez-en un et puis devenez vraiment bon dessus pour essayer tu disais le top 20% ou le top 10%. C'est toujours difficile de savoir à quel point on est dans le top 10 ou 20, mais en tout cas, l'idée, c'est de se sentir à l'aise. Si vous dites ah mince, quand j'arrive en entretien, je ne suis pas sûr d'être à l'aise, c'est que vous n'avez pas encore assez poncé le truc. Et si vous êtes à l'aise sur un truc, généralement, vous êtes assez haut dans le top. Et donc, il y avait ce point-là. Et il y avait aussi pour ceux qui hésitent souvent à tout plaquer pour refaire quelque chose de nouveau. Non. Benjamin, c'est un des 150 exemples de personnes qui ont attendu vraiment d'être sûr que ça pouvait marcher avant de quitter leur emploi, on va dire au jour le jour, ou peut-être pas alimentaire, parce que ce serait exagéré peut-être de dire ça dans nos carrières, mais emploi courant, quoi. Écoute, merci pour tous ces éléments, et puis à bientôt. Et à bientôt pour tous ceux qui nous regardent avec la prochaine interview. Salut tout le monde. Un grand merci à toi, Benjamin. À la prochaine. Je t'en prie, à bientôt.